Donc la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi autant d'attaques peuvent exister, hein, finalement, quand on voit toutes les situations et les solutions. Mais on en a déjà bien vu les contours. Mais peut-être que les réseaux sont trop compliqués, peut-être qu'ils sont tous connectés. Pour anticiper, il faut surtout démystifier les situations pour pouvoir anticiper. Effectivement, c'est le maître mot. On va faire un premier pas grâce à Stéphane Lebert, CEO Exatrack, qui va nous proposer une présentation sur les risques liés aux interconnexions sous l'angle des attaques ciblées. Bonjour Stéphane, c'est à vous. Bonjour. Merci. La scène est à vous, Stéphane. Parfait. Alors, donc, je m'appelle Stéphane Lebert, donc je travaille à Exatrack, et à Exatrack, on fait de la recherche de compromission et de la réponse à incident. Et donc, l'objet de cette présentation, c'est justement de présenter un petit peu notre retour d'expérience par rapport aux attaques ciblées liées et les interconnexions qui y sont liées. Alors, déjà, pourquoi cette présentation ? Tout simplement, alors oui, j'ai mis là une petite image, c'est Sophos Lab qui avait fait l'image, j'aime bien, parce que ça représente bien ce qu'on peut voir lors d'attaques ciblées. On va y revenir de toute façon. Alors donc pourquoi cette présentation ? L'objectif c'est un petit peu de lever le voile sur ce qui se passe dans la vraie vie, puisque assez souvent, lors des réponses à incidents, quand on commence à expliquer les différents scénarios de compromission qu'il pourrait y avoir ou d'exploitation, on se retrouve face à des personnes qui nous disent non mais ça arrive pas dans la vraie vie. Donc l'objectif, ça va être de faire ici quelques retours d'expérience sur des compromissions, soit qu'on a traitées, soit sur lesquelles on a travaillé de près, et essayer de prendre conscience un petit peu de ce que c'est qu'une attaque ciblée dans la vraie vie. Alors déjà, quand on arrive sur une réponse à incident et qu'on voit le DSI ou le RSSI, on a souvent ce discours avec de toute façon moi mon SI, c'est simple, il y a une entrée à la limite, c'est le serveur VPN, et sinon tout le reste, on est blindé, on a des firewalls de la mort qui tue, et c'est bon, on est solide. Après, quand on commence à faire un petit peu l'inventaire, on se rend compte qu'en fait, un système d'information est beaucoup plus interconnecté que cette présentation. En réalité, un système d'information est plus proche. Ici, j'ai mis le château de Guédelon qui est donc en construction. Et c'est plus proche voilà, d'un système d'information en construction, puisque le système d'information a toujours des chantiers à droite, à gauche, et donc des serveurs qui ne vont pas forcément être à jour ou bien configurés. Il va également y avoir de la shadow IT, donc des serveurs qui seront mis sur Internet sans forcément avoir toutes les configurations requises, étant donné qu'ils ne sont pas vraiment déclarés sur le système d'information. On va également avoir un ou plusieurs infogérants qui peuvent être présents pour administrer le SI. Et ça, ce sont des sources d'attaque très importantes, car un attaquant qui viendrait par là aurait tout de suite un accès privilégié sur le système. On a des logiciels tiers. Qui dit logiciel tiers dit système d'update, système de mise à jour qui peuvent être parfois peu sécurisés. On a également des serveurs donc qui sont exposés sans mise à jour parce qu'ils ont été oubliés, ou soit que les mises à jour sont difficiles à passer parce qu'il faudrait interrompre le service, et interrompre le service sur certains, c'est assez compliqué. On a également des prestataires qui vont être présents, c'est-à-dire des prestataires externes qui viendraient se connecter sur le système d'information, qui apporteraient avec eux d'autres accès VPN ou vers d'autres structures ou des interconnexions diverses et variées. On a l'accès à des services de mail externes, on a l'accès également via des clés USB qui sont rarement interdites sur le système d'information, donc du moins désactivées de façon software ou hardware, et enfin tout ce qui est macro, comme ça a été évoqué dans la présentation précédente. Donc on voit qu'au final, un système d'information est beaucoup plus interconnecté que ce qui peut paraître au premier abord. Maintenant, l'objectif, ça va justement être d'essayer d'aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Alors on va faire deux parties, une partie sur la compromission, ce que nous on a observé au niveau des compromissions, donc des premiers harponnages d'un attaquant sur une victime, et après comment l'attaquant garde la main sur le système d'information. Quelques exemples à chaque fois. Donc la compromission d'un système d'information, on va avoir un petit thermomètre en haut, ça va être le niveau de difficulté, les tickets d'entrée entre guillemets à payer pour pouvoir avoir accès à ce type de choses. Donc la pièce jointe avec par exemple une macro, quelque chose de très classique. Donc le ticket d'entrée n'est pas très élevé, c'est très fréquent. Et l'avantage d'ailleurs, c'est que quand on reçoit ça, il est assez difficile de faire la part entre une attaque ciblée et une attaque pas ciblée, une attaque de tout venant.
Et résultat, c'est difficile de pouvoir estimer le niveau de réponse qu'il faut y porter. Un simple point doc avec une macro, le tour est joué. Généralement, ça passe sur beaucoup de systèmes d'information. C'est simple, c'est peu risqué, c'est rapide, donc c'est utilisé. Si on augmente un peu le curseur, on va arriver sur du serveur oublié, du serveur de test qui va être présent, exposé. Donc, on va évoquer par exemple du serveur avec un OS pas à jour qui ferait qu'il serait vulnérable à du BlueKeep. Il y aurait également, on a vu récemment des attaques sur de l'OWA. Voilà, donc tout ça qui pourrait mener un attaquant à prendre le contrôle, ce qui est un petit peu plus élevé déjà que le simple envoi de mail. Donc ça demande d'avoir une infrastructure, d'avoir utilisé des exploits. Il y a également tout ce qui est shadow IT, donc mal configuré. Par retour d'expérience, on a déjà vu nous un attaquant qui est passé par une backdoor qui avait été laissée par l'infogérant lui-même, qui lui permettait de récupérer la main à distance sur le système. Et potentiellement, comme elle était posée il y a vraiment longtemps, l'infogérant n'était même plus conscient qu'il avait cette backdoor sur le système. Bon, pour le coup, l'attaquant l'a trouvé. On va encore augmenter un petit peu le niveau avec les compromissions via des prestataires. Donc là, on ne va pas taper directement à l'entreprise, on va taper les interconnexions directes privilégiées qu'il a. Donc là, j'ai pris par exemple l'exemple d'Airbus qui s'est fait attaquer par, ils ont annoncé au moins 4 prestataires, dont Expleo et Rolls-Royce. Expleo et Rolls-Royce ont déjà des cibles de choix, déjà pour juste une attaque première, mais en plus, on va avoir des interconnexions avec un certain nombre d'acteurs, ce qui va permettre à un attaquant de pouvoir pénétrer le système et tout de suite avec des droits assez élevés et de pouvoir mener donc un certain nombre d'actions très corrosives pour le système d'information. Sachant que tout ça peut chaîner, quoi. Le prestataire peut être attaqué d'une autre façon. Là déjà on arrive sur un niveau d'attaquant plus élevé qui prépare sa cible et qui mappe également les infrastructures et les liaisons qu'il y a entre sa cible et les différents acteurs. On va encore augmenter le niveau pour passer sur de la fusion-acquisition. C'est-à-dire, assez souvent, quand il y a une fusion-acquisition, il y a les PDG qui annoncent clairement qu'ils ont acquis telle société, ou se sont fait acquérir. Et résultat, commercialement, c'est très bien, ça je le dis pas. Par contre, assez rarement, le système d'information est déjà intégré, puisque sinon, il aurait fallu faire l'action avant. Et résultat, on va avoir une annonce qui va dire pour un attaquant, en gros, yo, t'as 3 mois pour pirater cette boîte, ce qui arrive juste après, tu seras chez nous. Et ça, c'est super dangereux, puisque au final, assez souvent, il y a une grosse société qui va être assez mature au niveau de son système d'information, au niveau de sa sécurité, et une autre qui va l'être beaucoup moins. Et le problème, c'est que durant cette phase d'intégration, où l'attaquant sait qu'il va se faire intégrer, la société qui va se faire racheter va être la cible potentiellement d'attaques ciblées qui auront pour but donc de compromettre la société mère. Ça, c'est quelque chose qu'on voit également assez régulièrement et qui, pour le coup, demande encore un niveau d'anticipation plus élevé. On va encore augmenter le niveau avec cette fois-ci l'attaque sur des éditeurs. Donc, pour plusieurs raisons, les éditeurs de logiciels sont particulièrement des cibles particulièrement intéressantes. Pour plusieurs raisons. Déjà, pour pouvoir poser un implant dans leurs produits. Alors, c'est assez rarement mis dans le code source. Par contre, plus souvent, dans la chaîne de construction, la chaîne de build, on peut par exemple citer CCleaner ou Asus qui a fait les frais de ce type d'attaque et qui desservait donc des mises à jour, des binaires qui étaient malveillants, backdoorés. Donc ça, c'est une méthode qui permet donc déjà de pouvoir balancer une attaque de façon assez large. Mais également ciblé, pour les 2 cas ici présents, c'était quand même ciblé derrière. Et autre chose qui va être très intéressant pour un attaquant, ça va être de voler les certificats. Puisque un certain nombre d'attaquants volent des certificats pour re-signer derrière, par exemple leur binaire ou leur driver. Et résultat, ils ont besoin de compromettre ces différentes cibles pour pouvoir continuer leurs attaques. Ce qui demande déjà un gros investissement de l'attaquant pour pouvoir mener d'autres attaques encore derrière. On augmente encore le niveau avec de l'attaque sur des routeurs directement, des routeurs, des VPN, qui peuvent être la cible. Et là encore, on a déjà eu, nous, un routeur compromis où le firmware avait été backdooré
Et en analysant le firmware, on a identifié donc un module de DPI qui injectait et reconstruisait des paquets TCP à la volée sur du HTTP pour injecter du code malveillant dans les échanges HTTP, dans n'importe quel échange pour le coup. Donc, ça permettait de cibler des victimes de l'autre côté. Ça, il faut vraiment être sur le routeur pour pouvoir le voir, ou avoir des tables de chaque côté du réseau pour observer justement cette malfaisance. Il y a également d'autres attaques qui peuvent être évoquées, comme par exemple l'attaque contre Hacking Team. La personne ou le groupe de personnes a identifié les différents équipements qui étaient utilisés par Hacking Team et à identifier et développer identifier les équipements, identifier donc le software derrière, trouver des vulnérabilités, exploiter les vulnérabilités, et tout ça, je crois, à peu près en 2 semaines. Ce qui fait que même une personne qui sont assez costauds peuvent mener des attaques qu'on pourrait attribuer à de l'étatique. Donc ça veut dire, voilà, il n'y a pas le niveau de l'attaque n'est pas forcément en relation avec le niveau de l'organisme qui attaque. Mais néanmoins, c'est possible. Alors, une fois que l'attaquant a pris le contrôle sur le système d'information de l'autre côté, un petit retour que je vais reprendre par rapport à une image qui a été postée de Florian Ross. Ce qu'on a observé, et que apparemment cette personne-là aussi, c'est l'attaquant qui arrive, qui, pour des raisons de commodité, va ajouter une exclusion pour tout son toolset, tous ses outils d'attaque sur les antivirus. Résultat, il peut se déployer comme il veut, ça va être tranquille. Il va utiliser l'infrastructure de déploiement pour pouvoir déployer ses implants sur les différentes machines. Et après, pendant que l'équipe de réponse à incident essaye donc de répondre à la crise, il va également gérer les tickets de réponse à incident pour soit en supprimer, soit en mettre certains comme validés, etc. C'est vraiment inférer directement dans la réponse à incident. C'est des choses que nous aussi on a constatées avec des attaquants qui vont même parfois encore plus loin. Donc l'attaquant, vraiment, une fois qu'il est sur le système d'information, il observe également ce que va faire la défense pour pouvoir agir au mieux. Maintenant, l'attaquant, il va devoir maintenir l'accès au niveau du système d'information s'il veut rester un petit peu longtemps. Alors, il y a des moyens très simples qu'on voit, avec par exemple un beacon Cobalt, donc c'est une backdoor standard qui vient d'un framework qui s'appelle Cobalt Strike. Donc c'est très courant, c'est une action qui est relativement facile à mener. Et quand quelqu'un en voit un, généralement, j'ai déjà eu la réaction de « ouais, mais c'est un Cobalt Strike, ça va ». Non, on ne sait pas ce qu'il y a derrière Cobalt Strike. Est-ce que c'est juste Kevin qui est en train, désolé pour les Kevin, qui est en train de s'amuser pour faire sur son CC, ou est-ce que c'est un attaquant étatique qui lui a d'autres fins, mais d'utiliser ce type d'implant va faire qu'il passera sous le signal radar. Également, le Cobalt Strike est souvent utilisé en tant qu'harpon. Ça veut dire que l'attaquant va donc va garder un accès par Cobalt Strike, mais va déposer quelques implants un peu plus ciblés sur quelques machines. Alors là, on va arriver, par exemple, sur de la backdoor perso, donc avec un niveau encore un peu plus élevé cette fois. Et là, on va avoir donc un attaquant qui va avoir investi pour pouvoir avoir développé son propre toolset pour pouvoir garder la main. On va donc être sur un attaquant déjà beaucoup plus solide. Parfois, d'ailleurs, l'attaquant utilise le réseau Tor pour aller se connecter à un nœud donc d'interconnexion, ce qui fait que soit on blacklist le réseau Tor, soit on est foutu. Ce qui fait que là, c'est plutôt malin de la part de ceux qui ont ce type d'opération, puisque pour le coup, on va même pas pouvoir réussir à identifier vraiment dans quel pays même est le serveur de command and control, ni faire une investigation très très poussée dessus. Ça va être beaucoup plus difficile en tout cas. Alors après, on peut aller encore plus haut avec de la backdoor Linux. Donc c'est un ticket d'entrée encore à payer, mais les Linux sont vraiment une vaste zone d'ombre sur les systèmes d'information. Assez souvent, les admins, par les différents logiciels qu'ils possèdent, vont avoir une vision à peu près, on va dire grosse maille, de tout ce qui est Windows. Mais sur les Linux, oui, il va y avoir quelques administrateurs Linux qui auront une idée, mais dès que le système d'information est un peu vieillissant, on perd assez rapidement la connaissance. Et on check beaucoup moins les systèmes Linux que les systèmes Windows. En plus, l'intérêt d'avoir une backdoor sur du Linux, ça va être que un certain nombre de fois, les systèmes Linux vont être exposés sur Internet, plus que les systèmes Windows, on va dire de façon générale. Et
donc Arma.Linux pourra aussi permettre d'avoir une backdoor qui pourra être tapée depuis Internet pour prendre la main donc sur le système d'information. Et là, on arrive déjà sur quelque chose qui est un peu plus dangereux. Alors, maintenant, on va parler des attaquants qui, quand ils viennent, ils sont là pour rester, qui mettent les choses en place pour pouvoir rester sur le système d'information et savent qu'ils vont être traqués. Donc, on va parler de 2 rootkits qui sont utilisés par des attaquants. Donc, des rootkits, on est en noyau. Donc déjà, il y a un prix à passer pour pouvoir passer sur du noyau, de la recherche et développement et donc de l'investissement. On va parler donc ici du rootkit Uroburos, qui est le groupe d'attaquants Turla. Le rootkit a été utilisé et maintenu depuis 2014. Là encore, récemment, j'ai eu de nouveaux implants de rootkit qui ont été que j'ai vu passer, qui sont à jour. Et ce que fait ce rootkit, c'est assez intéressant parce que pour le coup, il se positionne donc en noyau et il intercepte tous les chemins, toutes les communications qui se passent entre le système d'information et le réseau. Ce qui fait que si un attaquant communique avec le rootkit, il va passer par les systèmes de communication légitimes. Par exemple, on a backdooré l'attaquant a backdooré un serveur de ZIS. Eh bien, il n'y a pas besoin d'ouvrir de port ou quoi que ce soit. L'attaquant pourra directement aller se connecter au serveur de ZIS, mais enverra un interne qui est en bas de la slide avec un header par exemple HTTP. Il utilise plusieurs modes de communication, mais là j'ai mis l'exemple de HTTP, qui va lui permettre en fait d'activer la backdoor et le serveur de ZIS n'aura jamais la communication, c'est la backdoor qui va nous répondre. C'est plutôt malin, puisque l'attaquant va utiliser les canaux de communication classiques. Un autre attaquant va utiliser, donc là pour le coup Winty, utilise un autre rootkit qui travaille aussi donc au niveau du réseau, mais de façon un peu différente. Lui, il va se placer au niveau de NDIS, c'est-à-dire NDIS, c'est le module qui va faire la glue entre vos différentes interfaces réseau. Au-dessus de NDIS, il y a TCP/IP. Et ce que fait Winty, donc en tout cas ce rootkit, c'est qu'il va changer à l'intérieur de TCP/IP, à l'intérieur de NDIS qui doit renvoyer vers TCP/IP, les pointeurs pour pouvoir récupérer la main sur tous les paquets qui vont être émis ou qui vont être réceptionnés par la machine. Ce qui fait que l'attaquant va pouvoir forger sur le réseau, donc récupérer et injecter du trafic de façon complètement invisible pour le système d'exploitation, tout simplement parce que les paquets n'auront jamais été remontés à la suite du système d'exploitation. Et donc Windows ne saura juste pas ce qui est en train de se passer sur le réseau. Vous ne verrez pas de connexion active ni rien du tout. Par contre, là encore, il y a un certain ticket d'entrée pour l'attaquant, pour les développeurs, puisque les développeurs ont dû redévelopper une pile TCP/IP, aussi bien en noyau qu'en userland, puisqu'ils communiquaient avec le userland. Donc on voit là un attaquant qui a vraiment mis la main à la pâte pour pouvoir développer cet implant. Petit élément intéressant aussi, ce rootkit là est signé avec des certificats volés qui ne sont toujours pas révoqués. Un petit schéma de Winty sur comment il fonctionne, quels sont donc donc son fonctionnement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il réutilise des objets déjà présents sur le système pour communiquer. Il modifie la structure NDIS pour après pouvoir forger directement il forge même le protocole Ethernet sur le réseau pour pouvoir communiquer avec son CC. Ce qui est plutôt très discret. Et si on n'a pas un système d'interception correct, on risque de ne pas le voir. Donc voilà. En résumé, donc tout le monde est une cible. Directement ou indirectement, ou quasiment tout le monde. Assez souvent, si on se dit qu'on n'est pas une cible, c'est juste qu'on a mal estimé son niveau d'interconnexion. Les attaques ciblées sont une réalité. Elles sont souvent ignorées parce qu'il n'y a pas d'impact direct. C'est pas comme un ransomware où on va avoir le système d'information qui tombe complètement. Les attaques ciblées, assez souvent, ça va être pour du vol de recherche et développement ou de l'inférence sur un certain nombre d'éléments. Du système d'information, sur de la stratégie, ce genre de choses. Et donc, ça va être assez difficile à identifier. Si on ne recherche pas, on ne le verra pas. Et donc, dans ce sens-là, il faut négliger aucune compromission, puisque la moindre compromission, le moindre élément, s'il n'est pas traité correctement, sérieusement, en réponse sur incident, peut être un facteur de risque énorme. Par exemple, un exécutable anormal dans un Windows System 32, si un antivirus vous remonte ça, eh bien, il ne faut pas se dire, c'est bon, l'antivirus l'a bloqué, on est tranquille. Comment il s'est retrouvé là, l'exécutable? Et ça, malheureusement, l'investigation derrière est trop peu menée, et résultat, on se retrouve avec des attaques ciblées, même quand elles sont détectées, la zone de compromission n'est pas identifiée. Voilà.
Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Pour les questions, vous n'hésitez pas à les adresser dans le chat. Si Stéphane a quelques minutes, il vous répondra aussi directement. Je vais essayer, oui, tant que possible. S'il n'a pas quelques minutes, ne vous en faites pas. On note vos questions et on vous les refera parvenir. On fera parvenir les réponses. Donc, n'ayez pas de frustration si vos questions, n'ont pas de réponse immédiate. Elles en auront. Il n'y a absolument aucun problème. N'hésitez pas à me contacter, oui, aussi sur toutes les plateformes classiques, LinkedIn, mail, ce que vous voulez. Donc, voilà, j'essaierai d'y répondre au maximum. J'avais un slide bonus, en fait, sur des attaques qui n'ont pas forcément d'avoir un besoin d'un niveau technique, comme j'ai évoqué, extrêmement élevé. On peut aussi avoir, nous on l'a vu, des attaquants qui n'espionnaient que le 365 d'une victime et inféraient dans la stratégie de l'entreprise. Et il espionnait tout le COMEX en fait. Et l'attaquant donc jouait sur du social engineer dans le COMEX lui-même pour réussir à rendre caduques certaines stratégies de l'entreprise. Et ça leur a coûté très cher pour le coup. Et là, il avait juste un accès à sa boîte mail. C'est tout. Merci beaucoup, Stéphane. Merci pour cette présentation.